bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on aborde un sujet vraiment omniprésent, l'effet des écrans sur les jeunes. Ah oui, On entend énormément parler des digital natives, hein, cette génération qui serait née avec une compétence quasi innée pour le numérique, plus agile, plus connectée. c'est ça. Mais en parallèle, il y a une inquiétude qui monte, on la sent dans le quotidien, et puis la recherche aussi s'en mêle. Justement, c'est précisément ce fossé qu'explore le livre qui nous sert de base aujourd'hui. C'est La fabrique du crétin digital de Michel Desmurger. Petit choc quand même. Oui, un titre choc, mais il faut voir qu'il s'appuie sur une quantité assez impressionnante de littérature scientifique. Le but, c'est de confronter un peu les discours ambiants à ce que les données, elles, révèlent. Donc on va essayer de décortiquer ça. Et ce que le livre met en lumière, c'est un contraste, assez frappant. D'un côté, on a le discours médiatique, souvent très enthousiaste, qui parle de révolution pédagogique, de cerveau comme amélioré par la tech. Hmm. Et de l'autre, les conclusions scientifiques qui, si on suit l'auteur, pointent vers des effets, disons, beaucoup moins réjouissants. Effectivement, l'ouvrage y documente des impacts qui sont potentiellement négatifs sur le développement cognitif, émotionnel, même la santé physique, et la réussite scolaire aussi. Ah oui, ah ouais. Oui, il s'appuie pas mal sur les études PISA, par exemple. Et il cite même le fondateur de PISA qui aurait admis que, l'intégration massive de la technologie à l'école, ça n'a pas vraiment tenu ses promesses. Voire ça aurait plutôt dégradé les choses. Aujourd'hui, c'est de plonger dans cette analyse pour comprendre ce que dit la science. Enfin, la science telle que présentée dans ce livre. Il faut aller au-delà des mythes, des opinions. C'est ça. Est-ce que les écrans sont une chance ou est-ce qu'ils représentent un risque majeur pour le développement des jeunes? C'est un peu la question centrale, quoi. Tout à fait. Alors, commençons par ce concept dont on parlait, le digital native. L'image populaire, celle qu'on voit souvent relayée, c'est une jeunesse avec un cerveau un peu différent, naturellement multitâche, super intuitive avec la technologie. Moi, l'expert né, quoi. Une image séduisante, c'est sûr. Mais Desmurger, lui, il la confronte assez directement aux études scientifiques. Et qu'est-ce qu'elles disent, ces études? Selon lui, la recherche montre plutôt que l'exposition massive, surtout aux écrans récréatifs, elle est associée à des tendances préoccupantes. Comme quoi, par exemple? Augmentation de la sédentarité, des problèmes de sommeil, des difficultés de langage, de concentration aussi, et même un impact sur le bien-être émotionnel. Et l'argument qui est présenté, c'est que même cette fameuse compétence numérique, elle serait souvent Superficiel. riche. Oui, voilà. Il cite un rapport de la Commission européenne qui indique que beaucoup de jeunes, en fait, maîtriseraient assez mal les outils au-delà, disons, des réseaux sociaux ou des jeux vidéo. C'est-à-dire? La bureautique de base, comprendre un peu les enjeux de sécurité en ligne, savoir coder un minimum, tout ça, ça resterait hors de portée pour une majorité d'entre eux. C'est intéressant, ça. Oui, et l'ouvrage insiste beaucoup sur l'idée des périodes sensibles du développement. Vous savez, les fondations, le langage, la concentration, le raisonnement logique, l'empathie, tout ça, ça se construit principalement dans la petite enfance et l'enfance. D'accord. Et l'argument développé, c'est que si ce temps, qui est crucial, est massivement occupé par les écrans, le développement de ces compétences fondamentales peut être compromis. Alors qu'apprendre à utiliser un logiciel spécifique, ça peut se faire bien plus tard sans réel préjudice. Et concernant les modifications cérébrales qu'on observe parfois chez les ados, qui sont de gros consommateurs d'écran, le livre met en garde là-dessus, c'est ça? Il ne faut pas interpréter ça trop positivement. Oui, tout à fait. Il rappelle que l'adolescence est une période de grande plasticité cérébrale. C'est vrai. Mais c'est aussi une période de vulnérabilité accrue, notamment aux addictions, à certains troubles psychiatriques. Hmm. Donc, les changements qu'on observe ne seraient pas forcément un signe d'adaptation bénéfique. Ça pourrait aussi refléter une certaine fragilisation. Il y a un exemple qui est donné dans le livre, je crois, sur le décalage entre la presse et la science, avec une étude sur les jeux vidéo et la dyslexie. Ah oui, cet exemple est assez parlant. Les titres dans les médias étaient parfois spectaculaires, genre « Les jeux vidéo guérissent la dyslexie ». Carrément. Alors qu'en réalité, si on regarde l'étude de près, elle montrait une amélioration, certes, mais modeste, et très spécifique sur le décodage, chez un petit groupe. Et surtout, sans preuve d'effet sur la compréhension de la lecture. D'accord, donc beaucoup plus nuancé. Voilà. Les auteurs eux-mêmes restaient d'ailleurs très prudents sur la portée réelle de leurs résultats. C'est typique, selon Desmurger, de la façon dont des résultats nuancés sont parfois amplifiés ou déformés par les médias. Donc, si on suit l'analyse de cet ouvrage,
Ce portrait du digital native avec des capacités cognitives augmentées, ce serait plus un mythe marketing qu'une réalité scientifique. C'est l'argument principal sur ce point, oui. Un mythe qui relèverait plus du discours commercial ou médiatique. Et pourtant, cette idée, elle persiste, on l'entend encore beaucoup. Elle persiste et elle influence même les politiques éducatives, par exemple, ce qui est assez paradoxal quand on lit que d'après le livre, d'autres pays comme Taïwan légifèrent pour limiter le temps d'écran. Ah oui. Ou que des cadres de la Silicon Valley, eux, choisissent des écoles très low-tech pour leurs propres enfants. Il y a une citation qui est rapportée dans le prologue, elle est assez glaçante. Laquelle? Livrez vos enfants aux écrans, les fabricants d'écrans continueront de livrer leurs enfants aux livres. Waouh, ça fait réfléchir. Cette divergence entre le discours qu'on entend souvent et les données scientifiques pose vraiment la question de la fiabilité de l'information qu'on reçoit. Pourquoi une telle confusion, d'après l'auteur? Il avance principalement deux pistes. D'abord, d'énormes intérêts économiques qui sont en jeu. On peut faire le parallèle avec le tabac ou le climat. Hmm. Et ensuite, une forme d'expertise un peu autoproclamée, ou en tout cas pas toujours très transparente, qui peut brouiller les pistes pour le grand public. La question des conflits d'intérêts est donc centrale là-dedans. S'il est des liens, par exemple, avec l'industrie du numérique, du jeu vidéo ou autre. Et il donne des exemples concrets? Oui, il donne des exemples de personnalités dont les affiliations ne sont pas toujours clairement mentionnées quand elles interviennent publiquement. L'ouvrage pointe aussi, je crois, des conflits d'intérêts au niveau institutionnel. Oui, il cite le cas d'une membre du CSA français, enfin l'ARCOM maintenant, qui avait eu des liens passés avec l'industrie agroalimentaire alors même que le CSA devait, à l'époque, encadrer la publicité alimentaire destinée aux enfants. D'accord. Et cette tentative d'encadrement ou d'autorégulation, ça a fonctionné? D'après le livre, cette charte signée avec les industriels est décrite comme largement inefficace, facilement contournée. Il y a une citation d'un député de l'époque qui résume bien le scepticisme ambiant rapporté dans le livre. C'était comme demander à une dinde de voter pour les fêtes de Noël. Image parlante. Au-delà de ces informations qui seraient parfois cachées, l'analyse de Desmurger s'attaque aussi à certaines techniques de discours, non? Oui, il décortique ça assez finement. L'ironie facile, par exemple, ou le fait de jouer sur la confusion entre corrélation et causalité pour nier l'influence des médias sur les comportements. Il y a aussi la technique de la fausse équivalence, c'est ça? Exactement. Comparer par exemple l'apprentissage d'un geste moteur complexe, comme apprendre le violon en regardant un virtuose à l'écran, ce qui ne marche pas bien sûr, à l'apprentissage social implicite. C'est-à-dire? Le fait d'associer inconsciemment la cigarette à une attitude cool parce qu'on voit tous les héros de films fumer. Ce sont deux mécanismes d'apprentissage totalement différents. Mais utiliser cette comparaison erronée, ça permet de minimiser l'impact réel des contenus médiatiques. Et le cherry picking? Le fait de sélectionner uniquement les études qui vont dans son sens. Ça aussi, c'est pointé du doigt. L'exemple des jeux d'action et de l'attention est assez frappant. Qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Les médias ont beaucoup relayé l'idée que ces jeux amélioraient l'attention en général ou la prise de décision. L'ouvrage explique que la recherche montre plutôt une amélioration très spécifique. Ça concerne le traitement visuel rapide qui est lié à l'attention exogène, celle qui est captée par des stimuli extérieurs. Et donc pas l'attention dont on a besoin pour se concentrer sur une tâche. Voilà. Non seulement ça ne se transfère pas forcément à d'autres tâches, comme la conduite ou le travail scolaire, mais pire, ça pourrait même nuire à l'attention endogène. C'est celle qui est volontaire, focalisée et qui est absolument nécessaire pour apprendre. Et ce manque de transfert, on le retrouverait ailleurs. Par exemple, jouer à des jeux de course, ça ne rend pas meilleur conducteur. Non, contrairement à une idée reçue assez tenace. Certaines études mal interprétées, comme une sur Mario Kart, ont pu alimenter ça. Mais en réalité, il n'y aurait pas d'effet positif sur la conduite réelle, voire un effet négatif à cause de la prise de risque que certains jeux encouragent. Donc ces deux types d'attention, exogène, stimulée par les jeux, et endogène, requise à l'école, seraient même opposés. Elles seraient inversement corrélées, oui. Plus on habitue son cerveau à l'attention exogène avec les écrans, plus l'attention endogène pourrait décliner. Le débat sur la violence dans les médias est aussi présenté comme un cas d'école de manipulation de l'info, non? Avec ce que l'auteur appelle le biais d'équité. Ouais, exactement. C'est le fait de donner dans les médias autant de poids à quelques études isolées, parfois méthodologiquement faibles, qui nient le lien entre violence vue et agressivité, qu'au consensus scientifique. Voilà. Qu'au consensus massif des grandes académies scientifiques, pédiatrie, psychologie, etc., qui affirment depuis des décennies qu'il y a bien un lien causal entre l'exposition à la violence médiatique et une augmentation de l'agressivité chez les jeunes.
Ça crée l'illusion d'une controverse scientifique, là où en fait il y aurait un accord assez large dans la communauté scientifique. Tout ça contribue à une confusion générale, j'imagine. Ça doit être difficile pour les parents, les éducateurs et même les politiques de savoir à qui se fier. C'est exactement le problème soulevé. Bon, abordons maintenant les impacts plus concrets décrits dans le livre. Il rappelle quand même que le numérique a des aspects positifs, non? Oui, bien sûr, il le précise. Pour la recherche, l'industrie, la communication, les apports sont incontestables. La question qui est posée dans le livre, c'est celle du rapport bénéfice-risque, spécifiquement pour les usages récréatifs des enfants et des adolescents. D'accord. Et là, l'analyse de Desmurger suggère que la balance penche plutôt du côté des risques. C'est ce qu'il soutient, oui. Et l'impact toucherait plusieurs domaines clés. Le cognitif, l'émotionnel, le social et la santé physique. Le problème, c'est que ces domaines sont souvent étudiés séparément. Mais quand on les cumule, ça donne une image qu'il juge plus préoccupante. Et le facteur principal qui est mis en avant, c'est le temps passé devant les écrans? Oui, le temps lui-même. Les chiffres qu'il cite, notamment américains, montrent des durées d'exposition quotidienne vraiment très importantes. Et ce, dès le plus jeune âge. Et ce temps, il n'est pas juste vide, il prend la place d'autres choses, c'est ça l'idée. Exactement, c'est ça le mécanisme clé qu'il décrit, le déplacement. Ce temps passé devant un écran, eh bien, il n'est pas consacré à d'autres activités qui sont jugées fondamentales. Comme? Le jeu libre, les interactions sociales directes, la lecture, le mouvement et surtout, le sommeil. Et ce déplacement serait particulièrement critique pendant les fameuses périodes sensibles, avant 6 ans par exemple? Oui, particulièrement. C'est là que les bases du langage, de l'attention, de la régulation émotionnelle se mettent en place. Si à ce moment-là, il y a un déficit d'interaction réelle, de jeu, de manipulation d'objets, eh ben, ça serait difficilement rattrapable plus tard. L'auteur insiste aussi sur l'idée que la quantité d'écran compte plus que la qualité du contenu. C'est un peu contre-intuitif ça. Oui, il insiste là-dessus. Même un contenu qui se dit éducatif, s'il est consommé de manière excessive, devient nuisible. Simplement parce qu'il évince d'autres expériences qui sont essentielles au développement, il utilise l'analogie avec les calories. C'est-à-dire? Même si vous ne mangez que de bons aliments, si vous en mangez beaucoup trop, vous allez grossir et avoir des problèmes de santé. Pour les écrans, ce serait un peu pareil. Même un bon contenu, en excès, devient problématique par le temps qu'il vole aux autres activités. D'accord. Mais l'auteur dit aussi qu'on peut agir, qu'il n'y a pas de fatalité. Bah oui, bien sûr. Il souligne qu'il est possible d'agir, mettre en place des règles claires à la maison, limiter l'accès physique aux appareils, surtout dans les chambres, expliquer pourquoi on le fait, donner l'exemple soi-même, c'est important aussi. Et il parle même de réhabiliter l'ennui. Oui, l'ennui, ça peut être un moteur très puissant pour la créativité, pour l'exploration d'autres activités, justement. Il cite l'expérience intéressante de la journaliste Suzanne Mochart, qui avait débranché complètement sa famille pendant 6 mois. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Alors, examinons quelques conséquences spécifiques qui sont documentées dans l'ouvrage, sur la réussite scolaire par exemple. Le lien semble très net pour l'auteur. Oui, il rapporte une corrélation négative qui serait forte et constante entre le temps passé sur les écrans récréatifs, que ce soit la télé, les jeux, les réseaux sociaux, et les résultats scolaires. Pourquoi? C'est aussi identifié comme une source majeure de distraction, en classe comme à la maison, qui empêche la concentration nécessaire pour apprendre. Et le mythe du multitâche efficace, là, il est complètement démonté par les études citées. Le cerveau n'est pas fait pour ça. Et pour le langage? Là aussi, un appauvrissement serait constaté. Les écrans, même ceux qui se veulent interactifs, fourniraient un environnement verbal beaucoup moins riche et stimulant que les échanges humains directs, ou même que la lecture d'un livre, même pour enfants. Il donne des exemples. Oui, il parle de la simplification de certains textes jeunesse pour s'adapter à une supposée baisse de capacité de lecture, ou de la baisse objective du niveau en orthographe constatée dans les dictées au fil des ans. Concernant l'attention, on en a déjà un peu parlé, avec l'opposition entre attention exogène et endogène. Oui, l'attention exogène, celle qui est captée passivement, est surstimulée par les écrans au détriment de l'attention endogène, volontaire, celle dont on a besoin pour réfléchir, pour apprendre. Il mentionne même des études montrant la supériorité de la prise de notes à la main sur la prise de notes au clavier pour la mémorisation. Ah oui! Pourquoi? Parce que prendre des notes à la main force à écouter, à trier, à synthétiser l'information en temps réel. Alors qu'au clavier, on a tendance à transcrire presque mot à mot, sans le même travail cognitif. Et les interactions sociales, elles seraient affectées aussi? Oui, réduite en quantité et en qualité.
Moins de temps d'échange entre parents et enfants, et des échanges souvent de moins bonne qualité quand un écran est allumé à proximité. Il explique aussi que notre cerveau, via les neurones miroirs par exemple, ne traite pas de la même manière une personne réelle et son image sur un écran. Ce n'est pas la même richesse d'informations non verbales. Le sommeil, vous l'avez mentionné comme une victime majeure du temps d'écran. Oui, c'est un point absolument crucial. Les écrans nuisent au sommeil de plein de façons différentes. Il y a la lumière bleue, émise par les écrans, qui perturbe la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. Mhm. Il y a la stimulation intellectuelle ou émotionnelle des contenus, qui empêche de débrancher le cerveau et retarde l'endormissement. Et puis, tout simplement, le temps passé devant l'écran le soir, c'est du temps qui est pris sur le temps de sommeil. Et les conséquences d'un manque chronique de sommeil, le livre les détaille? Oui, et elles sont vraiment vastes. Difficultés d'attention, problèmes de comportement, irritabilité, mais aussi risque accru d'obésité, de dépression, un affaiblissement du système immunitaire. Le sommeil, c'est vraiment un pilier fondamental de la santé et du développement cognitif. Et l'autre pendant physique, c'est la sédentarité, j'imagine. Exactement. Le temps d'écran, c'est massivement du temps passé assis ou allongé. Les risques pour la santé cardiovasculaire, le surpoids, le diabète de type 2 sont énormes et bien documentés. Et l'auteur insiste sur le fait que l'activité physique ne compense pas tout. C'est-à-dire? C'est le concept de l'active couch potato. C'est ça. Faire 1 heure de sport à la journée, c'est bien, mais ça n'annule pas forcément les méfaits de passer 8 ou 10 heures assis le reste du temps. La sédentarité a des effets négatifs propres, indépendamment du niveau d'activité physique. Et pour finir sur les impacts, il y a l'influence des contenus eux-mêmes, notamment via ce qu'il appelle l'apprentissage implicite. Oui, et la mémoire associative. Notre cerveau, il fonctionne beaucoup par association. Quand on voit fréquemment deux choses ensemble, on finit par les lier dans notre esprit. Et comment ça s'applique aux médias? Eh bien, les médias audiovisuels, selon l'analyse du livre, associent constamment des comportements à risque, fumer, boire de l'alcool excessivement, conduire dangereusement, avoir des rapports sexuels non protégés, ou des idéaux corporels souvent inatteignables à des images positives. Le succès, la séduction, la transgression qui est valorisée. Et ça finit par façonner nos normes, nos désirs. Exactement. Ça le fait insidieusement, sans qu'on s'en rende compte. Ça nous apprend implicitement ce qui est cool, ce qui est désirable, ce qui est normal. Il y a des exemples très concrets qui sont donnés pour le tabac, par exemple. Oui, très concret. Il documente l'omniprésence du tabagisme dans les films, même récents, y compris ceux destinés aux jeunes. Et surtout, il cite de nombreuses études qui établiraient un lien causal clair entre l'exposition à ces images et l'initiation au tabagisme chez les jeunes. Un lien causal? Oui, les jeunes les plus exposés à ces images auraient un risque multiplié par 2 ou 3 de commencer à fumer eux-mêmes, indépendamment d'autres facteurs. Et ce même mécanisme jouerait pour d'autres choses. Ouais. L'alcool, l'image du corps. Oui, c'est décrit pour l'alcool aussi. Pour l'image du corps, il y a l'exemple très frappant de l'arrivée de la télévision aux îles Fidji. Avant, les standards de beauté locaux valorisaient plutôt les rondeurs. Après l'arrivée de la télé et des séries américaines, on a vu une explosion des régimes et des troubles du comportement alimentaire chez les adolescentes qui voulaient ressembler aux actrices. C'est édifiant. Et pour la violence? Pareil, la violence est souvent banalisée, esthétisée, glamourisée même dans certains cas, et surtout, elle est très souvent présentée sans montrer ses conséquences réelles, la souffrance qu'elle engendre, ce qui peut contribuer à désensibiliser et à banaliser l'agression. Bon, alors, si on essaie de synthétiser un peu les messages clés de cette exploration, en se basant sur ce livre de Michel Desmurger. Oui, alors, premièrement, on pourrait dire que l'idée d'un digital natif aux capacités cognitives supérieures, ce serait un mythe. Un mythe qui est contredit par les données scientifiques présentées dans l'ouvrage. D'accord. Deuxième point. Deuxièmement, l'information qui circule sur l'impact réel des écrans serait souvent peu fiable, biaisée par des intérêts économiques ou par un manque d'analyse critique sérieuse des données scientifiques, ce qui rend difficile pour tout le monde de se faire une opinion éclairée. Mhm. Et troisièmement, le cœur de l'argumentation. Troisièmement, et c'est vraiment le point central, l'usage intensif des écrans récréatifs par les enfants et les adolescents aurait des conséquences négatives. Des conséquences multiples, profondes et documentées sur leur développement intellectuel, émotionnel, social et sur leur santé physique. Et ça passerait par deux mécanismes principaux. C'est ça, le déplacement d'activités essentielles comme le sommeil, le jeu, les interactions, la lecture, et l'exposition directe à des contenus problématiques qui façonnent les normes et les comportements. La conclusion de l'auteur est assez alarmiste. Non. Oui, elle est très directe, très forte. Il parle carrément d'une expérience de décérébration à grande échelle, d'un désastre sanitaire et éducatif en cours. Son plaidoyer, c'est vraiment pour une prise de conscience rapide et une action volontariste pour protéger les enfants.
Comment? En limitant consciemment leur exposition aux écrans récréatifs et en revalorisant activement les interactions humaines, le jeu libre, la lecture sur papier, le sport, les activités en nature, bref, tout ce qui nourrit vraiment le développement. Pour conclure peut-être et ouvrir un peu la réflexion, l'ouvrage se termine quand même sur une petite note d'espoir, non? Oui, il évoque ça dans l'épilogue, une sorte de retour du réel chez les enseignants, les médecins, les éducateurs qui constatent les dégâts au quotidien. Alors la question un peu provocatrice qu'on pourrait laisser à nos auditeurs, ce serait peut-être, et si la compétence la plus cruciale aujourd'hui, ce n'était pas tant de maîtriser tous les outils numériques, mais plutôt d'apprendre à s'en déconnecter, à savoir s'en protéger pour cultiver ce qui fait de nous des êtres humains, notre attention profonde, notre capacité de réflexion, nos liens sociaux réels. C'est une excellente question. Quel chemin choisir collectivement? L'auteur oppose la fertilité libératrice du sport, de la pensée et de la culture à ce qu'il appelle la stérilité pernicieuse des écrans. Le choix nous appartient, individuellement et collectivement.